on fait toujours, on valide si le partage d'écran va fonctionner. Ce que je vais faire à l'instant. Partager l'écran. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et voilà. Oups, excusez-moi, je suis allée trop vite. Je reviens. Et Alors, voilà. bonjour à tous. Il fait très, très beau dehors. Alors, je suis vraiment, Stéphanie et moi, on est très contents de voir que vous êtes en si grand nombre. Vous avez réussi à bouder le soleil au profit du référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante. Je vous dis d'emblée que vous avez fait le bon choix. Alors, c'est vraiment avec plaisir qu'on a accepté l'invitation de Liliane de venir vous présenter le référentiel. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation, on saisit toutes les opportunités qui nous sont offertes pour venir présenter le référentiel. Je pense notamment au milieu universitaire. On le présente à des partenaires comme le SNIP ou encore au milieu scolaire. Puis notre intention, c'est de collaborer à notre façon à vous soutenir, toutes les personnes qui accompagnent de près ou de loin les formations initiales et continues du personnel enseignant. On espère que cette présentation-là va vous permettre de mesurer la valeur de cet ouvrage-là, justement, pour soutenir le développement professionnel de tous les enseignants du Québec. Alors, je laisse à Stéphanie le soin de vous présenter le déroulement de la présentation. Merci beaucoup, Caroline. Donc, pour ce qui est du déroulement de la présentation, ça va se faire en 3 temps. Donc, tout d'abord, on va avoir une mise en contexte dans laquelle on va vous expliquer notamment les raisons qui ont mené à une nouvelle publication du référentiel. Ensuite de ça, il va être question des… Oui, attends un petit peu, Georges, c'est à toi dans 1 minute. Ensuite de cela, il sera question là, de la présentation des fondements du nouveau référentiel et des compétences professionnelles et de leur organisation au sein du référentiel. Donc, à la fin de chacun des 3 moments, nous aurons des périodes d'échange lors desquelles vous pourrez poser des questions. Finalement, vous voyez l'encadré jaune où il est inscrit « Distinction ». Donc, c'est pour indiquer que tout au cours de la présentation, des distinctions avec le précédent référentiel vont vous être présentées sommairement et vous pourrez les repérer là, par le biais de ces encadrés. Merci Stéphanie. Liliane, je valide quelque chose avec toi. Je pense qu'on s'était entendu que les participants peuvent émettre leurs commentaires dans la zone clavardage. Il n'y a pas de problème. Des questions, hein? Alors, n'hésitez pas à le faire là, à tout moment. Alors, comme le disait Stéphanie, on va commencer par une courte mise en contexte. Déjà, je fais une mise en garde. Là, au bout de notre 30 minutes de présentation, vous ne pourrez pas avoir l'impression de tout comprendre le référentiel. On a fait des choix. Alors, ça vous appartient ensuite de le parcourir avec le consulter vraiment page après page. Donc, d'abord, rappelez, comme le disait Liliane, il a été publié en décembre 2020, ce référentiel-là. Et on va justement joindre dans la conversation le fichier PDF du référentiel dans sa version française et dans sa version anglaise. Alors, il est bon de rappeler, oui, c'est un ouvrage qui présente les orientations ministérielles, donc un ouvrage du ministère, mais il est bon de rappeler qu'en amont, c'est bien le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante qui a eu le mandat de rédiger la première version du référentiel que vous tenez entre les mains présentement, donc un mandat de recherche et de rédaction. Puis une fois que le CRIFPA a eu terminé ce travail-là, nous, on a procédé à 2 grandes vagues de consultation. Alors, on a reçu des avis de plus de 750 personnes et organismes qui proviennent autant du réseau scolaire que du réseau universitaire. On a aussi consulté les partenaires autochtones, les différentes directions du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur. Au niveau du réseau scolaire, on a consulté la Fédération, par exemple, des centres de services scolaires, les associations professionnelles en enseignement, les centrales syndicales aussi. Donc, c'était vraiment une vaste consultation. Et nous avons reçu, analysé les commentaires et ceux qui étaient les plus fréquemment formulés ont été pris en compte dans la version finale du référentiel.
Alors, pourquoi donc produire un nouveau référentiel alors qu'il y en avait un qui datait de 2001? Pourquoi en faire un nouveau? On vous explique qu'il y a quelques raisons qui justifient ça, dont celle-ci, c'est pour être en phase, pour faire écho finalement à l'évolution des formations professionnelles universitaires. Puis vous allez voir qu'il y a un lien. On dit formation professionnelle universitaire, mais c'est quand même lié au réseau scolaire aussi. Cette évolution-là est présentée dans la 7e partie du référentiel et elle va se déplier en suivant deux courants. Le premier courant va dire, deux courants de pensée, le premier courant de pensée va reconnaître que la formation initiale ne constitue plus une finalité en soi. On va dire que la formation initiale est une première étape, un premier jalon à la formation continue qui, elle, devient incontournable. Puis, on va aussi reconnaître le rôle central de l'activité professionnelle dans le développement des compétences. On va dire que l'enseignant qui pratique sa profession, apprend aussi de ce qu'il fait. Donc, on reconnaît que faire, c'est aussi apprendre de ce que l'on fait. Alors, fort de ces deux courants de pensée-là, évidemment, ça justifiait l'apparition d'un nouveau référentiel pour un peu mieux distinguer ce qui est attendu au terme de la formation initiale puis ce qui peut être développé dans le contexte de la formation continue. Alors, vous comprenez que ce référentiel ici se distingue du précédent, notamment au sujet de son destinataire. Alors que le premier référentiel soutenait la formation des maîtres et l'étudiant, ici, c'est tout autant l'étudiant dans le contexte de sa formation initiale que l'enseignant dans le contexte de sa formation continue qui doivent se sentir concernés par cet ouvrage-là. Eux, les premiers, parce qu'ils sont effectivement les premiers responsables de leur formation. C'est aussi les personnes, toutes les autres personnes qui sont concernées par la formation en enseignement. On pense ici évidemment aux formateurs, formatrices des universités, mais aussi aux directions d'établissement, aux conseillers pédagogiques. On pense aux enseignants associés qui soutiennent les stagiaires. On pense aux mentors qui soutiennent les enseignants en insertion professionnelle, etc. Évidemment, le comité d'agrément des programmes de formation en enseignement est aussi directement concerné par le référentiel parce que c'est à la lumière de ces nouvelles orientations-là qui vont évaluer l'actualisation des programmes universitaires là, dans chacune des 12 universités qui délivrent des programmes de formation en enseignement. C'est intéressant aussi de savoir que ce référentiel ici constitue un socle commun, donc où on présente les éléments fondamentaux qu'on soit un enseignant qui œuvre en éducation préscolaire, en enseignement primaire et secondaire ou encore à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle, on retrouve là dans le référentiel tous les éléments communs, peu importe le niveau, le secteur où on agit. Alors, étant donné qu'on se retrouve avec un public beaucoup plus élargi, beaucoup plus de personnes concernées par ce référentiel-là, il était important d'en assurer son accessibilité. Donc, on est passé d'un format de 250 pages à 100 pages où on fait des présentations plus succinctes, plus organisées. Les personnes qui ont eu l'occasion de le consulter, vous avez certainement remarqué notamment qu'il y a des schémas, mais qu'il y a aussi pour chacune des compétences une présentation similaire pour qu'on s'y reconnaisse mieux. Alors, voilà pour une justification qui explique la pertinence de le reproduire, mais Stéphanie va vous en présenter une autre. Exact, merci Caroline. Effectivement, une autre raison qui justifiait un nouveau référentiel, bien, ce sont les changements qui ont eu lieu dans la société au cours des 20 dernières années. Le schéma que vous pouvez apercevoir à l'écran soulève là, les différents changements qui ont trait dans la société et qui vont influencer le travail des enseignantes et des enseignants. Un des changements sur lequel nous insistons, c'est les perspectives autochtones dans l'enseignement, qui fait partie d'une plus large distinction avec la précédente version, à savoir la considération des réalités autochtones. Donc, cette sensibilité-là aux réalités autochtones, elle doit interpeller tous les enseignants et non pas seulement ceux qui vont œuvrer en milieu autochtone ou qui ont à enseigner à des élèves autochtones.
C'est vraiment dans un souci de réconciliation et de respect mutuel qu'est apparue cette nouveauté dans le référentiel de 2020. L'intégration des perspectives autochtones dans l'enseignement, c'est aussi de reconnaître la part des aînés et des membres de la communauté dans l'éducation des enfants. Puis, c'était une invitation à tenir compte des méthodes d'enseignement et des connaissances autochtones pour bonifier la pratique enseignante. D'ailleurs, la considération des réalités autochtones va aussi s'inscrire au sein des compétences professionnelles qui sont présentées dans le référentiel, car il y a notamment plusieurs éléments qui vont concorder avec ces réalités. Par exemple, quand on parle de prendre appui sur la langue maternelle des élèves et la valoriser pour favoriser l'acquisition de la langue d'enseignement, ou encore quand on dit de connaître l'élève en tant que membre d'une famille, mais aussi en tant que membre d'une communauté. Alors ici, vous retrouvez la structure du référentiel. Donc, outre la présentation, on retrouve 7 parties au référentiel, dont la première dont je viens de vous parler, des changements depuis 20 ans. Nous allons insister aujourd'hui sur les parties 2, 3 et 4, les assises, les principes et les connaissances, qui ensemble constituent les principaux fondements sur lesquels le plan de déploiement des compétences professionnelles ne pourrait être assuré. Ces compétences-là, d'ailleurs, on les retrouve on les présente dans les parties 5, 6 et 7. Donc, on trouvait ça important de vous parler des fondements du référentiel, car on sait que généralement, on va avoir tendance à aller voir directement les compétences et à laisser un peu de côté justement ces fondements-là qui, à notre sens, sont excessivement importants et qui sont justement le socle pour les compétences. Merci Stéphanie. C'est donc ce qui viendrait conclure le premier bloc de présentation sur la mise en contexte. Est-ce que Liliane, on a des questions jusqu'à maintenant? Pour l'instant, on n'a pas de questions. On m'a simplement demandé si les documents allaient être accessibles. Donc, effectivement, tous ceux qui se sont inscrits à cette formation-là pourront bénéficier on va envoyer les documents qui ont été mis dans le clavardage. Merci. Alors, on poursuit avec le deuxième bloc de présentation qui porte sur les fondements dont Stéphanie vient de nous faire part. Alors, c'est justement parce que ces fondements sont au cœur des compétences professionnelles, comme le rappelle d'ailleurs cet extrait qu'on amène à votre attention, qu'on retrouve en guise de conclusion dans le référentiel à la page 93. On va dire que on va proposer une vision qui va placer en son centre l'apprentissage des actes professionnels à travers lesquels sont mobilisées les compétences, on le reconnaît, mais on dit que ce n'est pas suffisant. Cette vision-là va rappeler aussi qu'il ne s'agit pas uniquement des compétences, mais bien aussi des connaissances, des valeurs et de l'exercice du jugement professionnel. Alors, à partir de cette vision-là, puis dans le souci d'accorder une importance aux premières parties dont vous a présenté tout à l'heure Stéphanie, on a jugé important de faire l'exercice à savoir comment ces fondements-là que sont les assises, les principes et les connaissances viennent réellement ou peuvent venir s'associer à chacune des compétences professionnelles. Avant de vous présenter l'exercice pour lequel on s'est prêté, on va revoir de quelles assises est-il question, quels principes et quelles connaissances. Alors, au niveau des assises qui sont présentées à la partie 2 du référentiel, on va offrir par ces assises-là une vision de l'enseignant que l'on est, parce que Stéphanie et moi aussi, on est des enseignantes de métier. Donc, l'enseignante ou l'enseignant, c'est celui qui, par son activité de médiation, va inviter l'élève à s'approprier un patrimoine de culture, va l'inviter à se définir au travers de ce patrimoine-là et même à identifier le rôle qu'il a à jouer au sein de ce patrimoine. Alors, il y a une assise culturelle ici très forte. L'enseignant, c'est aussi celle ou celui qui va jouer un rôle de modèle grâce à ses habiletés de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit. Les recherches confirment aussi que l'enseignant qui s'assure de développer et de maintenir des relations positives avec ses élèves des relations au niveau intellectuel, au niveau affectif, culturel
éthique va contribuer plus facilement, on va assurer une meilleure réussite des élèves parce qu'on reconnaît que c'est un vecteur de réussite que la qualité de ces relations-là qu'on maintient avec nos élèves. L'enseignant est aussi celui qui va savoir collaborer avec l'équipe école, avec les parents, avec la communauté, avec les partenaires, puis qui va bien comprendre le rôle que lui, il doit jouer au sein de cette organisation apprenante-là. Et finalement, dernière assise et non la moindre, l'enseignant est un professionnel de l'enseignement et de l'apprentissage et c'est vraiment à ce titre-là que doit s'inscrire sa pratique enseignante. Alors, par ces 5 assises-ci que je viens de vous présenter et par les principes que Stéphanie s'apprête à vous présenter, on va distinguer le précédent référentiel de celui-ci par cette définition-là de l'enseignante ou de l'enseignant qui va être axée davantage sur la figure du professionnel, une figure où les activités vont être guidées justement par ces assises et ces principes. Probablement que beaucoup d'entre vous qui avez été enseignants, vous devez vous reconnaître déjà dans ce médaillon-là. Alors, je te cède la parole, Stéphanie. Merci. Donc, concernant maintenant les principes qui vont être à la base de l'enseignement et qui vont guider les activités professionnelles de l'enseignant, on en retrouve 3. Donc, le premier, il s'agit d'agir pour l'éducation et l'apprentissage des élèves. Le second, de savoir agir de manière autonome en fonction des caractéristiques de la situation. Ce savoir agir, notamment, va mobiliser des capacités de jugement, de réflexion et de créativité. Et finalement, il est question du troisième principe qui est de fonder son enseignement sur l'état actuel des connaissances. Et justement, ces connaissances, il y en a 3 catégories. Ce sont des connaissances dites spécialisées sur lesquelles les enseignants vont s'appuyer notamment dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc, il s'agit de connaissances sur les élèves et l'apprentissage, sur la discipline et le programme d'études et sur les stratégies didactiques et pédagogiques. Et justement, la place qui est accordée aux connaissances va être une différence avec le précédent référentiel. Donc, dans le référentiel de 2001, on était vraiment dans un contexte où le programme de formation de l'École québécoise était en refonte et à ce moment-là, les connaissances étaient moins mises en évidence. Donc, en 2020, les connaissances, le rôle central des connaissances se réaffirme. C'est pourquoi on les présente aujourd'hui et elles se retrouvent clairement dans le référentiel. Merci Stéphanie. Donc, on en serait rendu à un exercice d'association des fondements aux compétences, puis on aimerait vous mettre au défi de participer à cet exercice-là. Alors, voici en quoi il consiste. Donc, nous, de notre côté, au sein de notre direction, on a pris chacune des 13 compétences, puis on s'est demandé s'il fallait choisir pour chacune de ces compétences-là des assises, des principes, des connaissances, lesquelles, à notre avis, dans notre compréhension de la compétence, viendraient s'associer de façon plus naturelle ou d'emblée. Donc, on a fait l'exercice pour 13 compétences. Ici, on va vous épargner de ça. On va n'en faire que 2 ensemble. Alors, imaginez, on a choisi la compétence 4, qui est mettre en œuvre des situations d'enseignement et d'apprentissage. Donc, on imagine que l'enseignant a déjà planifié sa SEA, puis là, il s'apprête à la faire vivre à ses élèves. Lesquelles des 5 assises vont lui servir davantage pour cette mise en œuvre-là? Lesquelles des 3 principes? Lesquelles des 3 connaissances lui seront utiles? Vous comprendrez qu'on pourrait débattre longtemps de ça, puis il faut probablement s'entendre que toutes les assises, tous les principes, toutes les connaissances sont mises en jeu, mais on voulait voir s'il nous fallait en choisir lesquelles seraient-ils. Donc, on vous laisse 2 minutes, ce serait agréable, ce serait vraiment chouette que vous trempiez puis que vous essayiez quelques réponses là, dans la zone clavardage. On est curieux de voir si on va faire consensus finalement. Alors, un petit temps pour vous pour réfléchir à ça. Il n'y a pas de limite ou de minimum d'assises, de principes ou de connaissances. C'est vraiment selon ce que vous évaluez là, pour cette compétence. On mentionne relation avec les élèves. Mm-hmm.
À plusieurs reprises. Ah, super. Professionnalisme enseignant. Ah, intéressant. Agir pour l'éducation. Mhm. Ça revient à plusieurs reprises. Culture. Oui. On vous propose, on va tout de suite vous présenter nos conclusions du côté de notre direction. Alors, l'enseignant s'apprête à faire vivre une nouvelle situation d'enseignement et d'apprentissage à ses élèves parce qu'il va favoriser une approche culturelle dans son enseignement, parce qu'il va s'assurer de communiquer de façon claire et imagée pour motiver et guider ses élèves. Puis, effectivement, parce qu'il va être sensible aux réactions, aux impressions, à l'engagement des élèves dans la tâche, puis qu'il va savoir les soutenir à tout moment, il nous semblait que c'était les 3 assises qui allaient lui servir davantage. Au niveau des principes et des connaissances, nous aussi, on en est venu à dire qu'agir pour l'éducation et l'apprentissage des élèves était nécessairement ici, qui venait nécessairement mobiliser les actions. On sait que l'enseignant, c'est pour ça qu'il va faire vivre une situation d'enseignement et d'apprentissage. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas une journée pareille quand on enseigne. On ne sait jamais trop ce qui va se passer dans notre classe. Donc, on doit toujours savoir agir de manière autonome en fonction de ce qui se passe justement. Donc, on croyait que c'était un principe aussi là, qui était maître dans cette compétence-là. Puis finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, comme la situation a déjà été planifiée, il nous a semblé que toutes les connaissances acquises au niveau des stratégies pédagogiques et didactiques allaient davantage soutenir l'enseignant lorsqu'il mobilise cette compétence. Alors voilà, voici de notre côté là, les conclusions qu'on en a tirées. On vous propose maintenant une autre compétence. Oui, donc le même exercice ici. Alors, on vous remet les 5 assises, les 3 principes, les 3 connaissances pour la compétence 11, qui est de s'engager dans un développement professionnel continu et dans la vie de la profession. Dans cette compétence-là, il va être notamment question d'inscrire sa pratique dans une perspective d'amélioration continue en déployant divers moyens pour poursuivre le développement de ses compétences professionnelles. C'est aussi le lieu pour favoriser la reconnaissance et le rayonnement de sa profession, notamment par le soutien entre les pairs. Donc, on vous laisse encore un petit temps, si vous voulez. C'est vraiment plaisant là, de vous lire, si vous voulez inscrire dans la section clavardage vos réponses. On vous laisse réfléchir. Professionnalisme, collaboration, formation continue. Connaissance de la discipline des programmes. On a vraiment professionnalisme et collaboration qui reviennent souvent. Fondé sur les connaissances. La collaboration a une grande importance. Didactique, pédagogie, les stratégies, discipline, programme. Serais-tu prête, Stéphanie, à dévoiler nos conclusions? Oui, parce que je suis intéressée à lire les... Alors, de notre côté, nous, ce qui nous semblait vraiment être plutôt mobilisé là, comme assez, c'est le professionnalisme enseignant et la collaboration. Le professionnalisme enseignant parce qu'il est question de parfaire ses compétences professionnelles et la collaboration, bien, parce que ces compétences-là, elles peuvent être développées dans un esprit justement de collaboration, que ce soit auprès de chercheurs, de formateurs, des pairs, par exemple, quand on est enseignant associé, mentor, etc., dans le cadre de différentes activités telles que des comités d'apprentissage ou des recherches-actions, des communautés d'apprentissage. Je pense que j'ai oublié une syllabe.
Donc, l'engagement dans la vie de la profession aussi, on le voit très bien dans cet esprit de collégialité. Pour ce qui est des principes, celui qui nous apparaissait là, vraiment le plus sollicité, c'est celui sur le fait de fonder son enseignement sur l'état actuel des connaissances. Et puis, à ce moment-là, là, les 3 connaissances nous semblaient vraiment mobilisées donc, pour ce faire. Ce qu'on voulait aussi mettre en évidence ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de seulement 2 compétences, on est arrivé à aller chercher les 5 assises, les 3 principes et les 3 connaissances. Donc, c'est intéressant là, de voir à quel point elles font partie intégrante des compétences. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Pour terminer ce bloc-là qui était autour des fondements, on souhaitait donner la parole à un étudiant qui est vraiment en train de terminer sa formation initiale. Si cet étudiant-là a été amené à notre attention grâce au programme de bourse d'excellence, un nouveau programme que le ministère a implanté en 2019-2020. Alors, depuis 2019-2020, on remet à peu près à 20 % des étudiants inscrits dans les programmes de formation en enseignement des bourses extrêmement généreuses de 7 500 $ par année. Ça se trouve être parmi les bourses les plus généreuses de tous les pays de l'OCDE pour soutenir l'excellence des étudiants, de celles et ceux qui s'engagent et qui cherchent à maintenir un bon dossier scolaire. Donc, ce qui est intéressant ici, quand on a donné la parole à Stéphane Assamoah, ce qui nous intéressait, ce n'était pas tant de savoir l'effet des bourses sur son engagement dans son programme, mais plutôt de dire « Ah, ben voici un étudiant qui s'engage pleinement. Que pense-t-il de la profession? Pourquoi l'a-t-il choisi? Qu'est-ce que ça représente à ses yeux? » Puis vous allez voir qu'à sa façon, il parle des assises, il parle des connaissances et il parle aussi des principes. Je m'appelle Stéphane Assamoah, étudiant en 3e année du baccalauréat en enseignement en univers social. Mon objectif, c'est de devenir enseignant en histoire, en géographie, en monde contemporain. Il y a plusieurs enseignants qui m'ont marqué à travers mon parcours scolaire, particulièrement un enseignant que j'avais en mathématiques, qui m'avait stimulé, encouragé à travers mes premiers pas dans la nation québécoise quand j'ai immigré. Et il m'a donné un peu une confiance et une capacité à croire au fait que moi, en tant qu'immigrant, je serais capable quand même de connaître la culture québécoise assez pour enseigner l'univers social. Ce qui m'interpelle le plus au niveau de la profession enseignante, c'est le rapport avec les élèves. Donc, le lien, la communication, de pouvoir créer des liens significatifs avec eux et de m'investir dans leur vie, de sorte à ce qu'eux aussi, à leur tour, plus tard, soient capables de s'investir dans la vie de quelqu'un d'autre, de devenir des citoyens responsables qui, à leur tour, vont redonner à la société dans laquelle ils vivent. Avoir des élèves dans notre classe, c'est un privilège et qui vient avec de grosses responsabilités. Donc, je pense qu'il est important qu'on soit constamment en train de viser un standard supérieur par intérêt pour ses élèves et par désir que ses élèves réussissent. Ça donne espoir quand même, hein? Quand on entend ça, on se dit « Ah, la relève s'en vient, c'est une belle relève. » Alors, est-ce que Liliane, on a des questions au sujet de ce bloc-là portant sur les fondements? Là, je ne t'ai pas bien entendu. Je m'excuse. On n'a pas de questions au clavardage et je n'ai pas de main levée. C'est bon. Alors, poursuivons du côté des compétences professionnelles. Avant de vous présenter l'organisation qui sera présentée par Stéphanie, on voulait faire un petit saut là, pour regarder ensemble la façon dont sont présentées chacune des compétences. On a évidemment choisi la compétence 8 parce qu'il s'agit d'une nouvelle compétence au regard de la motivation. Avant de regarder cette compétence-là, on voulait quand même vous rappeler que dans les bulles, dans la grande bulle ici à gauche, on va retrouver toujours le nom de la compétence et son numéro. Il s'agit ici de la 8e compétence. Un petit énoncé qui rappelle sommairement de quoi il s'agit. Ensuite, vous allez toujours avoir la visée. Qu'est-ce qu'on cherche? Quelles sont les finalités? Un enseignant qui maîtrise bien cette compétence-là, en quoi cette compétence-là vient-elle intervenir sur la réussite éducative de l'élève? Ensuite, on va la décrire de façon un petit peu plus exhaustive, dans quel contexte cette compétence-là s'inscrit.
Et ensuite, à la page suivante, on va retrouver les dimensions. Les dimensions, ça se trouve être des exemples de manifestations observables. Quand l'enseignant mobilise cette compétence-là, comment est-ce qu'on peut le voir? Par quelle action? Alors, on donne ici des exemples. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. On en a eu la preuve parce que quand on a reçu les versions précédentes du référentiel, des fois, on pouvait se retrouver avec 14 dimensions, mais vous vous rappelez qu'on cherche un format accessible, succinct. Donc, on a ici fait le choix de celle qui s'imposait davantage. Alors, cette nouvelle compétence-là vise à ce que l'enseignant entretienne chez les élèves le plaisir d'apprendre et la curiosité. On va, dans cette compétence-là, souligner l'importance de donner du sens aux apprentissages des élèves, notamment en tirant profit de leur bagage culturel. On va aussi inviter les enseignants à lier les apprentissages au projet scolaire de l'élève, au projet professionnel de l'adulte apprenant. Puis, ça nous apparaît une compétence très, très pertinente, d'autant qu'on sait que la motivation des élèves a été fragilisée en raison de la pandémie. Alors, c'est quand même rassurant de penser que les étudiants en formation présentement, les enseignants qui sont interpellés puis qui vont ouvrir le référentiel, vont développer toutes sortes d'habiletés, de moyens pour soutenir ce plaisir-là d'apprendre chez leurs élèves. Merci, Caroline. Pour faire écho à ce que Caroline vient de présenter par rapport à la compétence, je ne sais pas si celles et ceux qui se souviennent du référentiel de 2001, là, on voit vraiment une accessibilité accrue du document là, parce que les compétences à ce moment-là, ils étaient présentés sur plusieurs pages. Là, il n'y avait pas ce modèle-là vraiment pertinent. Donc, maintenant, nous allons vous parler de l'organisation des compétences. Alors, ici, vous retrouvez le schéma de cette organisation-là. On retrouve tout au bas 2 compétences fondatrices qui sont axées sur la culture et la langue. Donc, ces 2 compétences-là sont dites fondatrices parce que toutes les autres compétences en dérivent et leur sont subordonnées. Donc, elles s'appuient sur celles-ci. Ensuite de ça, vous les trouverez en rose là, au bas. C'est moi. Oups. Vieux. Ensuite de ça, on retrouve 3 grands cercles. Il s'agit des compétences spécialisées qui sont réparties en 3 champs d'intervention. Donc, un champ d'intervention, on va le définir comme regroupant diverses familles d'activités et de situations de travail et qui ont des traits communs et qui sont régis par les mêmes finalités. Au champ 1, on va retrouver notamment les compétences de planification, de mise en œuvre, d'évaluation et de gestion du fonctionnement du groupe classe. J'ai dit notamment, on peut nommer les autres, l'hétérogénéité étant la C7 et la C8 se trouve être soutenir le plaisir d'apprendre dont on vient de parler. Donc, il s'agit des compétences qui sont au cœur du travail fait avec et pour les élèves. Dans le champ 2, on va retrouver les compétences relatives au professionnalisme collaboratif. Donc, la collaboration, que ce soit avec l'équipe école ou l'équipe centre, la famille et la communauté. Et finalement, dans le champ 3, la compétence que je vous ai présentée tout à l'heure va s'inscrire ici dans le champ 3 qui est propre au professionnalisme enseignant. Il faut souligner qu'il y a interaction entre les compétences d'un même champ, mais aussi entre les compétences des différents champs. Finalement, on retrouve 2 compétences qui sont dites transversales que vous retrouverez dans l'axe vertical en gris. Ces compétences ont trait au numérique et à l'éthique. Et on les dit transversales puisqu'elles se déploient à travers les divers champs. On souligne aussi que toutes les compétences vont être complémentaires et se développent de manière interactive. Par exemple, l'enseignant qui va communiquer avec les parents ou l'équipe école va tenir compte des échanges qui vont avoir été réalisés pour entretenir une relation positive avec ses élèves et soutenir son plaisir d'apprendre. Donc, c'est là ici l'interaction qu'on peut voir. La modélisation, cette modélisation-là de l'organisation des compétences est une nouveauté, une distinction avec le précédent référentiel. Donc, dans le référentiel de 2001, on avait différentes catégories. On avait 4 catégories de compétences, mais elles étaient toutes de même niveau. Il n'avait pas aussi d'organisation dynamique comme on peut voir dans ce schéma-là. Donc, voilà.
Maintenant, il va être question des niveaux d'acquisition des compétences à travers le développement professionnel continu. Donc, ce tableau-là va présenter en fait le développement professionnel continu de l'enseignant. Pour la formation initiale, on va remarquer l'incidence principale pour le développement des compétences au champ 1, de même que les compétences fondatrices et les compétences transversales. D'ailleurs, dont le développement doit avoir débuté avant même le début de la formation initiale, que vous pouvez voir dans la colonne la plus à gauche, avant la formation. Il s'agit vraiment d'un changement avec la précédente version, ce tableau de niveau d'acquisition qui se veut cohérent avec la nouvelle vision de la formation en enseignement où on va mettre d'avant l'idée selon laquelle l'activité professionnelle en elle-même permet aussi le développement des compétences. Donc, on ne prétend plus que les compétences sont pleinement maîtrisées au terme de la formation initiale, mais vont vraiment se développer au cours de l'insertion professionnelle et aussi tout au cours de la carrière. Maurice Tardy, le directeur du CRIFPE qu'on a mentionné tout à l'heure et un des rédacteurs de ce nouveau référentiel, rappelait lors d'une de ses présentations que les compétences professionnelles, maintenant, en plus d'être au cœur de la formation, doivent aussi être au cœur de la profession par ce nouveau référentiel. C'est bon? Oui, tu peux passer à la prochaine illustration. C'est une autre illustration du niveau d'acquisition des compétences. On trouvait ça intéressant aussi d'avoir une autre vue sur ces niveaux. Donc, on remarque qu'avant la formation initiale, il y a un certain niveau d'acquisition qui est nécessaire pour 5 compétences professionnelles. Au terme de la formation, on peut constater que toutes les compétences doivent être développées, mais à des niveaux différents. Par exemple, il y en a 2 qui sont seulement en début d'appropriation. Donc, il s'agit des compétences propres à la collaboration et au développement professionnel. Et finalement, bien, on voit qu'en formation continue, le développement des compétences se poursuit, ce qui est cohérent avec la nouvelle obligation de formation continue dont vous avez probablement entendu parler, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'agit là d'effectuer 30 heures de formation sur 2 ans et justement qui est cohérente là, avec les orientations ministérielles issues du référentiel. Alors, je te laisse la parole. Alors, pour terminer, je vais, comme tu parlais de formation, je vais parler du questionnaire, après quoi tu pourras parler des addendas, Stéphanie. Alors, Stéphanie vient justement de parler de la formation continue, cette nouvelle obligation-là de 30 heures qui rappelle, en fait, qui invite les enseignants à faire le choix des activités qui répondent le mieux à leurs besoins de compétences professionnelles. Alors, nous, on a jugé intéressant de développer un outil qui permettrait aux enseignants d'évaluer leur niveau d'acquisition de leurs compétences professionnelles pour ensuite, à la lumière de ce niveau-là d'acquisition pour chacune des compétences, de dire « Ah, tiens, je remarque quand même un petit défi pour l'évaluation. Je pourrais peut-être aller choisir des activités de formation continue pour aller chercher de nouveaux outils pour me soutenir. » Donc, ce questionnaire-là, il est en cours d'élaboration. On l'a testé auprès d'un groupe cible, 15 personnes là, qui évoluent dans différents secteurs, qui ont vraiment apprécié l'outil. Ça prend 30 minutes pour remplir le questionnaire, après quoi on a un aperçu du niveau de nos compétences et même de nos connaissances. Là, c'est vraiment... c'est pas, comment vous dire, c'est pas... on n'est pas allé voir les connaissances de chacun. Est-ce que tu sais ci, est-ce que tu sais ça? Mais quand un enseignant dit qu'il mobilise des stratégies pédagogiques, on comprend qu'il les a donc connues. Alors, ça donne un aperçu du niveau d'acquisition des compétences et des connaissances. Il y a 76 questions. Et puis, on espère là, pouvoir le rendre public peut-être à la rentrée, ou en tout cas, sachez qu'il va être amené à l'attention du SNIP. On aimerait que tous les conseillers pédagogiques puissent l'utiliser pour soutenir le personnel enseignant. On verra là, comment le diffuser, les meilleures plateformes, mais on voulait quand même vous informer
de cette initiative-là là, qu'on souhaite mettre en place prochainement. Oui, et concernant les addendas, en fait, tout à l'heure, Caroline a précisé que le référentiel s'adressait autant à l'enseignant à l'éducation préscolaire, primaire, secondaire, qu'à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle. Et il y a des addendas qui sont en cours pour l'éducation des adultes et la formation professionnelle. Donc, ces addendas-là, c'est comme un complément du référentiel qui sont en élaboration pour l'instant, qui tient sur environ 5 pages et qui visent vraiment à rendre compte des particularités des deux secteurs que sont la formation professionnelle et l'éducation des adultes. Donc, ces deux addendas qui sont distincts et qui vont agir comme clé de lecture du référentiel, qui vont permettre une meilleure compréhension des réalités de ces secteurs-là tout en ayant en main le référentiel. Donc, ça peut être intéressant là, pour celles et ceux qui œuvrent dans ces secteurs que ça s'en vient. C'est donc ce qui met un terme à notre présentation. Puis peut-être que, je vais arrêter le partage d'écran, peut-être que la dernière partie de la présentation a suscité quelques questions ou là, vous avez envie d'en poser. Oui, effectivement, dans le clavardage, on constate que le document est bien présenté, que c'est invitant à lire pour l'avoir consulté à plusieurs reprises. Effectivement, beaucoup moins lourd à consulter que le précédent. On a une question venant de M. ou Mme Saint-Pierre qui dit « Est-ce que les directions incluront ces compétences dans les évaluations des jeunes enseignants? » Exemple, pour recommander à l'embauche. Tout ce qu'on peut vous dire à ce sujet-là, c'est que dans notre groupe cible, on avait des enseignants en insertion professionnelle, puis une des enseignantes nous a dit qu'effectivement, déjà, sa direction avait été mise au courant du référentiel et avait développé des outils là, pour soutenir les enseignants en insertion, donc ils sont évalués à partir de ça. On sait aussi qu'il y a des centres de services scolaires qui ont déployé des équipes pour réfléchir à l'actualisation de leurs outils au regard des nouvelles orientations du référentiel. Fait que je pense que c'est en train de se faire. Est-ce que c'est fait de façon élargie partout? Je ne le sais pas. Peut-être, Stéphanie, tu penses à autre chose? Non, effectivement, là, j'abonde dans le même sens. Là, il y a des outils qui sont en développement. Le référentiel, comme on vous le disait, de 2020, là, touche davantage aussi le développement professionnel. Donc, c'est sûr que nous, au ministère, on trouve ça pertinent là, que ce soit un outil qui soit utilisé, que le nouveau référentiel soit un outil pour évaluer là, les compétences autant des enseignants, des jeunes enseignants ou bien des enseignants là, tout au cours de la carrière. Là. Au niveau du SNP, je sais qu'on recommande le nouveau référentiel comme base pour assurer un accompagnement adéquat auprès des enseignants débutants. Je précise, si dans le groupe ici présentement, il y a des enseignants qui ont la posture d'enseignants associés, il faut quand même se rappeler que les étudiants qui sont présentement en formation sont encore avec l'ancien référentiel. C'est normal parce qu'il faut laisser un temps aux universités de s'approprier les nouvelles orientations, de modifier les programmes. Mais on sait déjà aussi qu'il y a plusieurs universités qui ont amené à l'attention de leurs étudiants le nouveau référentiel. Fait qu'on est comme dans un temps de bascule. Là. Effectivement. Monsieur ou Mme Audet dit « Les niveaux d'acquisition de compétences, est-ce que les compétences doivent être présentes avant le début de la formation initiale? Est-ce que ce facteur-là, ces compétences-là sont vérifiées par les universités dans l'admission des étudiants? » C'est ce qu'on souhaite. C'est comme une invitation quand même assez forte dans le référentiel, sauf qu'on est dans un contexte de pénurie. Jusqu'à quel point on peut se permettre de ne pas accepter un étudiant qui ne rencontrerait pas ces exigences-là? On sait aussi qu'il y a beaucoup d'universités qui ont des mesures de soutien aux étudiants qui ont des faiblesses, par exemple, dans la maîtrise de la langue. C'est pendant la formation qu'ils vont aller dans des cours, dans des mesures de soutien, de perfectionnement, aller chercher ces habiletés-là. Mais ça relève des universités. Hein? Nous, on n'a pas de contrôle là, mais on les invite fortement. Oui, effectivement, dans les orientations ministérielles là, qui constituent le référentiel, c'est
c'est une orientation finalement. Donc, en théorie, les universités devraient la respecter et pourraient s'assurer, par exemple, ça pourrait faire l'objet d'entrevues là, pour voir si le niveau d'action à l'entrée dans la formation est suffisant. Donc, Merci. effectivement, c'est notre souhait dans le contexte. On demande également si les outils pourront être accès pour les mentors. Donc, effectivement, tous les outils produits par le ministère en lien avec le référentiel seront déposés sur notre site Internet www.snip.ca et sera également acheminé à tous les responsables de programmes d'insertion professionnelle, dont le volet mentorat. On a Rémi Ferrangle qui dit « Merci beaucoup, j'ai appris qu'il y avait une nouvelle compétence. » Donc, c'est vraiment, je pense que mission accomplie pour celle-ci, elle a été mise en évidence. Une question intéressante, on nous demande, est-ce que les enseignants sans qualification légale seront touchés par ce référentiel? Bien sûr. Bien sûr, on le souhaite. On est très préoccupé par les enseignants non légalement qualifiés. On travaille beaucoup avec les universités pour veiller à leur formation. Puis, il y a, comment vous dire, on cherche vraiment tous les moyens pour... puis on pense que le questionnaire serait un outil intéressant pour ces enseignants-là qui, ne sachant pas tout ce que comporte la tâche enseignante, ils ne sont peut-être même pas en mesure d'identifier où sont leurs faiblesses. Alors, en répondant à ce questionnaire-là, je pense que ça va les aider de dire « Ah oui, c'est vrai, hein? Il y a quand même des choses que je ne tiens pas compte, l'hétérogénéité des élèves. Par exemple, la dimension culturelle dans l'enseignement, probablement que ça les échappe alors que c'est une compétence fondatrice. Donc, on pense que ce questionnaire-là pourrait effectivement là, les guider dans leur choix d'activité de formation initiale dans leur contexte. Dans le fond, si on résume, c'est que ce référentiel-là est au cœur du développement professionnel. Alors qu'on soit en insertion professionnelle, qu'on soit mentor, direction ou formateur d'une autre façon, c'est l'outil de travail de base pour favoriser le développement professionnel, si je comprends bien. Très bien dit. Tout à fait. Alors, on a bien hâte d'avoir accès à ce fameux questionnaire-là. Donc, aussitôt qu'il sera disponible, faites-vous-en pas, vous le ferez connaître. J'aurais une question pour nos présentatrices de ce soir. Si j'ai à accompagner un enseignant débutant dans son développement professionnel, quelle est la place des dimensions qui sont sous-entendues avec chacune des compétences? C'est une bonne question. On a fait une présentation plus tôt aujourd'hui à l'Université du Québec à Montréal où on rappelait que les dimensions à elles seules ne peuvent pas servir. On ne peut pas juste à partir de ces dimensions-là évaluer le niveau d'acquisition parce que, on le sait, il y a des assises, il y a des principes, il y a des connaissances. On peut même, nous, on a fait l'exercice au sein de notre direction, on a pris une dimension, on l'a détachée de sa compétence, on l'a lu comme si on ne savait pas à quelle compétence elle était attachée, puis on a fait la démonstration que plusieurs dimensions nous donnent une information de la mobilisation de plus d'une compétence. Je vous donne un exemple. L'enseignante, lorsqu'elle planifie sa situation d'enseignement et d'apprentissage, va penser à ses élèves, leur caractère, l'hétérogénéité de son groupe. Elle va dire « Ah oui, il faudrait peut-être que je pense à faire quelque chose pour cet élève-là. » Fait qu'elle est en train, en faisant ça, elle est en train de mobiliser sa compétence 7 sur l'hétérogénéité en même temps qu'elle mobilise sa compétence à planifier des situations d'apprentissage. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à dire, ce référentiel-là. On reconnaît que c'est compliqué, justement. L'enseignant, la tâche est compliquée chez l'enseignant, donc il n'y a pas de voie de passage simple. Il faut toujours se rappeler de considérer plusieurs éléments. Puis on pense que notre questionnaire va venir justement est conçu dans cet esprit-là, en tout cas. Sachez qu'on a visé une approche systémique dans les questions qu'on pose. Mais oui, Liliane, mais les dimensions sont de bons exemples, mais est-ce suffisant? Puis j'ajouterais, comme M. Tardy, que j'ai cité tout à l'heure, le soulevait, c'est que les dimensions, hein, Caroline le mentionnait, c'est vraiment des exemples de manifestation de la compétence. Donc, on ne veut pas que ça devienne nécessairement une liste à cocher.
Alors, c'est vraiment une idée, c'est vraiment des exemples qui nous permettent de mieux cerner la compétence. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est certain que ça nous donne des bonnes idées aussi là, de manifestation observable de la compétence. Très bien. Donc, ça pourrait être un bon outil pour orienter l'accompagnement. Oui. Tout à fait. Je n'ai pas d'autres questions. Des merci, des très intéressants, des très enrichissants. Donc, je pense que l'information a été très claire. Linda Landry, c'est quoi cette question? À quel moment le référentiel serait obligatoire? Stéphanie, tu essaies une réponse à ça? Bien, en fait, je ne sais pas à quel niveau on parle pour ce qui est des universités. Tu sais, les universités actuellement sont en train de revoir leur programme de formation en fonction du nouveau référentiel et ils vont suivre un certain calendrier proposé par le CAPFE pour revoir leur programme. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la formation plutôt initiale. En termes de formation continue, bien, moi, je dirais depuis 1 an, finalement, là, dès sa parution, c'est devenu l'outil là, utilisé parce qu'en 2001, en fait, l'ouvrage était surtout, le référentiel était beaucoup plus axé sur la formation initiale. Donc, en théorie, ce n'était pas nécessairement obligatoire là, pour ce qui est du développement professionnel continu, mais voilà, donc on vous dirait, ben, c'est à utiliser dès maintenant. C'est sûr que si vous êtes enseignant associé et que là, comme Caroline mentionnait tout à l'heure, et que là, l'étudiant, bien, il fonctionne encore avec le référentiel de 2001, bien, c'est correct, là, puis on comprend la transition, mais déjà, on peut faire des ponts là, avec les deux ouvrages. Je voudrais préciser aussi quelqu'un qui mentionnait, qui était très heureux de la nouvelle compétence 8, de soutenir le plaisir d'apprendre. Il faut dire aussi qu'on vous a présenté cette compétence-là qui se retrouve à être nouvelle au regard de la motivation. Les autres compétences, il y en a plusieurs elles sont toutes nouvelles en fait. Il y en a plusieurs qu'on pourrait faire des associations avec le référentiel de 2001, mais je vous inviterais à ne pas tenir pour acquis que c'est la même compétence, même si elle a le même nom. Parfois, justement, la visée, la description n'est pas la même. Donc, peut-être aussi là, à revoir, là, c'est intéressant de revoir les compétences, même s'ils semblent être associés exactement parfaitement avec celles de 2001. Là, ce sont toutes de nouvelles compétences qui ont été toutes repensées et revues. Juste pour faire un petit peu de pouce sur la question portant sur l'obligation, le référentiel ne se retrouve pas dans la loi d'instruction publique. Hein, donc, on ne parle pas ici d'obligation, on est plus dans un esprit de collaboration, de soutien, d'accompagnement. Ce qui est intéressant, Stéphanie le soulignait plus tôt, on a une nouvelle obligation de formation continue. Comment prendre ça? Comment soutenir les enseignants? Et dans la loi sur l'instruction publique, on dit que l'enseignant doit choisir les activités qui répondent le mieux à ses besoins de compétences. Alors, c'est là que le référentiel devient un ouvrage quasiment incontournable, puisque c'est dans ce référentiel-là qu'on retrouve les compétences et les assises et les principes et les connaissances. Alors c'est ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est un ouvrage obligatoire, mais incontournable, ce serait peut-être le bon terme à utiliser. Merci, Caroline, pour la précision. Tu as raison. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde mes collègues. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci beaucoup, Stéphanie, Caroline. C'est toujours un plaisir de vous entendre. C'est toujours très utile et très intéressant. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé à la rencontre de ce soir. Là, j'essaie de mettre désespérément le lien vers l'évaluation de la rencontre de ce soir. Ça ne fonctionne pas. Donc, on vous enverra les documents qui ont été présentés, les liens, ainsi que le lien pour l'évaluation de la séance de ce soir.
Donc, ça met fin à notre série de conférences de cette année. Ne vous en faites pas, on a fait le plein de contacts avec d'autres personnes très intéressantes et notre programmation de conférences pour l'an prochain vous sera envoyée là, en septembre. Nous ferons une espèce de calendrier de ces rencontres-là et souvent, ces demandes-là nous viennent des milieux scolaires via les accompagnements que le SNP on fait cette année. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été présents. Nous avons été 123 personnes ce soir à se soucier du référentiel de compétences. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Ce n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et le SNP vous remercie beaucoup de votre participation. Bonsoir. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup tout le monde.